un regard raciste à l'égard d'un certain nombre de ses concitoyens et ou des ascendants de ses concitoyens pose un vrai problème, puisque nous sommes malgré tout dans le pays des droits de l'homme, en tout cas réputé comme tel, issu du siècle des Lumières, et c'est vrai que cette ombre jetée sur notre histoire commune pèse. Sur la récupération, en tout cas, que vous identifiez comme finalement un marqueur de la réussite, et pas spécialement une véritable récupération. Ce que moi j'en entends, mais on verra après comment que ce soit Rachid Mokrane ou Fouad Chergui réagissent à ça, c'est que du fait, j'allais dire, d'une incapacité ou d'une difficulté d'organisation des marcheurs, chose à laquelle Rachid Mokrane faisait référence précédemment, en disant problème de conscience, de développement, c'est-à-dire on n'en est pas là, nous à ce moment-là, on dit ça va pas, on le crie haut et fort, on se mouille même physiquement, au sens de la fin, mais on n'a pas la conscience politique derrière pour construire. Donc, alors, moi j'ai noté, après, pas de récupération sur le mot, mais peut-être confiscation. Parce que, pour le coup, avec l'honnêteté intellectuelle qui finalement est de mise chez nos amis marcheurs de l'époque, ou en tout cas qui sont dans cette dynamique, disant nous on n'a pas les moyens à ce moment-là de structurer les choses, mais ceux qui justement étaient là, SOS Racisme ou d'autres, auraient pu, pour pas dire auraient dû, à juste titre, soutenir et j'allais dire partager et faire grandir cette démarche citoyenne pour qu'elle se structure politiquement, et qu'à ce moment-là, on arrive à, j'allais dire, malmener en quelque sorte ce post-colonialisme qui était encore présent, parce qu'effectivement, quand vous dépeignez finalement la tribune avec, sans rentrer dans des propos à caractère comme ça stigmatisant et juif d'un côté, la tribune, et bon, c'est surnaturel parce que là on voit bien qu'on est dans quelque chose où il y a une pérennisation des choses. Alors, juste avant de voir ce que Rachid Mokrane et Fouad Chergui peuvent nous dire de ce propos, nous avons proposé à nos amis à l'extérieur de nous poser des questions, de nous interpeller en tout cas. On a eu une question de Nadia Troubi-Safsaf qui pose cette fameuse question dans tous les esprits. Faut-il une nouvelle marche pour l'égalité et contre le racisme pour réclamer la fin des contrôles aux faciès, le droit de vote des étrangers, l'accès à un logement digne, bref, pour que tout ce qui encore fait défaut pour une égalité, j'allais dire, partagée, soit le cas. Alors, Fouad Chergui, sur à la fois cette question et puis sur le propos, pas de récupération, confiscation, pas... Alors, récupération ou non-récupération. Il faut comprendre deux choses. Et pourquoi ce sujet constamment est remis sur le tapis. Il n'y a pas de récupération parce que les jeunes marcheurs, et quand on dit les jeunes initiateurs de la marche, sont des gamins de quartier. Je dis bien des gamins de quartier. Tomi Djaïdja, Larbi, Hassan, Fatima Mehalel, voilà, ils sont jeunes. Et ça va les dépasser arriver à Paris, réellement. Il n'y a pas de discours structuré. La preuve, l'indicateur, pas commissariat, il faut une preuve. Dans le bureau du président de la République, ils ne savent pas quoi lui dire. Et on va leur souffler la carte de 10 ans. C'est Malika Boumedienne qui va dire au président, en fait, ils sont scotchés, il faut savoir 100 000, vous vous rendez compte, 100 000 personnes pour des gamins de cet âge-là, de cette époque, qui n'osaient même pas, je dirais, marcher rue de la République dans le centre-ville, tellement il y en avait de la ratonnade le soir. Ils sortaient pas, ces jeunes. Voilà. Et là, ils sont partis dans les campagnes françaises, on les reçoit, ils rigolent, voilà, on les accueille réellement. La France profonde découvre ces jeunes de quartier et on les accueille, et donc ils rigolent entre eux, ils passent du bon temps, et c'est une aventure, c'est voilà, une découverte pour eux, une découverte de la France. Ils n'ont pas leurs aînés avec eux, ça vous devez le comprendre. Ils n'ont pas les parents qui, eux, étaient structurés par exemple, l'Amicale des Algériens. Ceux-là, ils n'ont pas été conviés à la marche. On n'a pas mobilisé ses parents
pour accompagner leurs enfants à des revendications. Je vais te donner un exemple simple. Chez Renault, nos parents, quand ils s'organisaient par le biais des syndicats, ils arrivaient à avoir une salle de prière. Ils mangeaient halal quand ils ont demandé le halal. C'est-à-dire qu'il y a une structure de nos parents existante qui va ensuite se construire à travers une association qui va devenir nationale, l'Amicale des Algériens, mais celle-ci, on ne veut pas la regarder. En tout cas, elle n'est pas conviée. Ces gamins, quand ils arrivent à Paris, 100 000 personnes, ils sont menacés de mort par des groupes de l'organisation de l'armée secrète algérienne, l'OS. On va disperser, imaginez pour un jeune de cet âge-là, le flip qui se prend quand il arrive à Paris. On dit voilà, on a reçu des menaces de mort, et il y a des gens qui veulent vous fumer. Donc on les disperse, chacun dans une voiture, ils débarquent à l'Élysée, ils sont impressionnés, c'est les motards devant, les motards derrière, etc. Ils arrivent devant Mitterrand. Ouais, merci de nous recevoir. Merci de nous recevoir. Malika Boumedienne va dire cette phrase-là, la carte de 10 ans, qui ne concerne déjà, c'est pas les revendications des jeunes, parce que les jeunes, je dirais, la revendication, c'est arrêter de nous tirer comme des lapins, parce qu'on tire sur un arabe comme on tire sur un lapin en campagne, exactement de la même manière. Je vais casser du bougnoul, je vais me faire un arabe. C'est ça qui se passe. L'ambiance, c'est celle-ci. Donc, la carte de 10 ans, elle ne concerne pas les Algériens, et encore moins ces jeunes qui sont nés sur le territoire français. Encore moins ces jeunes. Ensuite, quand on va parler de récupération par SOS Racisme, les gens, moi je ne considère pas que c'est réellement une récupération. Là où il y a une chose à laquelle on ne parle jamais, comment le conflit va naître entre ces jeunes et les organisateurs de SOS Racisme. On va leur dire, retirez vos écharpes palestiniennes. À partir de là, il va se créer un conflit entre les jeunes marcheurs et les membres de SOS Racisme qui vont construire un organe qui va lutter contre l'antisémitisme, l'anti-sionisme. Et c'est pour ça qu'ils ne vont pas s'entendre. Et c'est pour cette raison que ces jeunes vont repartir dans leur banlieue et que derrière, la préoccupation de SOS Racisme va s'accentuer là-dessus. L'antiracisme devient l'antisémitisme et l'anti-sionisme. C'est ce que je pense. En tout cas, c'est ce que j'ai étudié et compris. Et c'est pour cette raison, si vous voulez, que SOS Racisme, on peut dire, oui, elle va s'appuyer sur cette grande lutte des Maghrébins. Par quoi ça va se traduire derrière? On va défendre l'entrée en boîte de nuit. C'est pas le problème des jeunes, c'est pas la revendication des jeunes. Pendant longtemps, SOS Racisme va se charger de dire « on va pas les laisser rentrer en boîte de nuit », comme si c'était une fin en soi, rentrer en boîte de nuit et d'aller danser. Voilà, ces pauvres jeunes. Mais ces jeunes, ils veulent qu'on arrête de leur tirer dessus. Ces jeunes, ils veulent qu'on arrête de leur tirer dessus. C'est ça qu'il faut retenir. Et personne ne va l'évoquer. Contentez-vous de la carte de 10 ans qui va concerner effectivement l'ensemble de l'immigration en France, sauf des Algériens, et encore moins, je dis de ces jeunes, qui eux sont nés avec une carte d'identité française et qui sont français. Ça ne les concerne pas. Voilà pourquoi il y a une déception très importante et que tous ces jeunes marcheurs vont tomber derrière dans l'oubli et on va dire SOS Racisme a récupéré le truc. Non, l'équipe de SOS Racisme et tous les membres sont les membres de l'Organisation Juive de France. C'est une association qui est identifiée, c'est des jeunes qui sont identifiés, les fondateurs défendent quelque chose qui est légitime. Ils défendent l'anti-juif en France. Ils défendent leur valeur à eux, leur histoire à eux, ce qui est tout à fait légitime. Mais ce n'est pas ce que ces jeunes-là, ce n'est pas les raisons pour lesquelles ces jeunes-là se sont mis en mouvement et qui ont rassemblé 100 000 personnes à Paris, même si ça peut s'inclure. Je voudrais terminer. En fait, tu pourras... Français de souche. Je crois qu'il faut arrêter qu'on nous dise il n'y a pas de Français de souche dans la salle. Moi, je vois que des Français de souche dans la salle. Parce que quand on a construit la Tour Eiffel, on est de souche. Je suis de souche avant les Savoyards. Moi, je suis Français de souche. Je ne vous ai pas demandé de me coloniser. Je ne vous ai pas demandé de traumatiser mes ancêtres. Et qu'aujourd'hui, ici, on me dise il n'y a pas de gens de souche. Vous, vous êtes de souche pour moi. Vous êtes de souche. Il faut que les gens ils arrêtent de nous regarder comme étant pas de souche. C'est pas parce que tu t'appelles Linda, Rachid, que tu sois noir, blanc, jaune, d'accord, que tu n'es pas de souche. Parce que quand on dit ça, ça veut dire que vous venez d'arriver. Ça veut dire que vous venez d'arriver en France. Et c'est pas vrai.
On ne vient pas de débarquer. On est arrivé avant l'ensemble de cette population française. Et on a construit, on a fait la guerre. Et les nôtres, de l'autre côté de la Méditerranée, qu'on a colonisé, qu'on a pillé, qu'on a traumatisé, il faut le dire, ils ont construit ce pays, ils sont morts là. Au Mexique, ils sont morts en 14, ils sont morts en 45, ils sont là. Ils sont sous nos pieds, enterrés sur terre, et en plus je suis pas dessous. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois qu'on est tous de souche en France, parce que la France, c'est vous. C'est nous la France. Voilà. Et que vous soyez blanc, que vous soyez d'origine congolaise, que vous soyez d'origine algérienne, marocaine, que vous soyez... Vous êtes des Français. Et vous avez largement contribué à cette... Je vais peut-être terminer sur une chose. Quand on dit que l'État, il est raciste, moi je ne suis pas d'accord. Là-dessus, je ne suis pas d'accord. L'État, il n'est pas raciste. Nos quartiers, vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont besoin de se structurer et de s'organiser. Nos quartiers sont éclatés, comme notre histoire. On est divisés, dans tous les sens. Nos quartiers ont simplement besoin, effectivement, de se structurer avec la réalité de notre histoire. Qui sommes-nous? Et comment, collectivement, on est force de proposition face aux politiques. Dire que l'État, il est raciste, non. Quand les quartiers s'organisent, quand les quartiers se structurent et s'organisent, l'État, il ne peut plus être raciste. Il ne peut plus faire sans toi. Voilà ce que j'avais à dire maintenant. Très bien. Alors peut-être après, vous nous direz, puisqu'il y avait une question qui avait été posée autour de est-ce que oui, non, une nouvelle marche pourrait faire plier, j'allais dire. Mais je voudrais juste faire un point, s'il vous plaît. Juste d'abord, je vais accueillir, merci à Lima Boumdienne de nous faire l'amitié, de nous rejoindre. Alors, juste pour vous mettre dans le bain, si je peux me permettre cette expression cavalière, nous sommes à la fois dans la dimension de la genèse de l'histoire autour de l'avènement de cette marche pour l'égalité des droits et contre le racisme, et aussi nécessairement récupération, confiscation, tout ce qu'il y a autour du politique et des SOS racisme et voilà. Donc on en est là de l'échange avec des points de vue différents, État raciste, pas raciste. Mais comme on l'a dit avant le plus, et c'est quelque chose qui pour nous est indispensable, les points de vue et la différence de point de vue doit être apportée. C'est ce qui contribue au débat et à l'enrichissement mutuel. Alors, d'accord. Rapidement. Oui, moi enfin, répondre en tout cas, donner un point de vue. Non, mais plus que ça. D'accord. Répondre, parce que c'est important. Il y a quand même des éléments de l'histoire qu'on ne peut pas laisser comme ça en friche. La naissance des SOS racistes. Pourquoi je dis que les SOS racistes, c'est un marqueur du succès de la marche et des initiatives des Beurs? Bon, je dis parce que, au fond, ça aurait pu déboucher s'il y avait eu, en effet, des choses beaucoup mieux structurées, aussi des discussions qui ont eu lieu entre les tenants des SOS et un certain nombre de gens, dont Christian Delorme, Tommy Diaget, etc. Il y avait dans les SOS, je vous rappelle, Kaïssa Titous, qui était là, un peu active quand même. On n'était pas, il n'y avait pas que. Bon. Et donc, il y avait un vrai débat sur la question de la présence des beurs, comme on dit. Au sein de la direction des SOS Racisme, voire de la représentativité des SOS. Donc c'est des discussions qui ont été longues, qui ont débouché, comme je l'ai dit, après je ne sais pas si d'aucuns d'entre vous étaient là, mais à l'issue de la conférence qu'on a donnée à Sorbonne, bon ça c'est voilà, tu sais, tu pourras témoigner de cet épisode. Et donc c'est là qu'il y a une rupture. Mais en réalité, les jeunes de la marche n'ont jamais été considérés comme des interlocuteurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire qu'il y a une récupération. Une récupération de quoi? Il n'y a pas de récupération. Ce qui s'est produit, c'est que de manière très opportuniste, les penseurs de SOS Racisme, dont des gens qui sont toujours en activité, Julien en particulier, ont pensé que pour lancer un mouvement, il fallait profiter d'une dynamique. Cette dynamique, elle avait été créée par les jeunes marcheurs. Quand ils sont arrivés place de la République, on était une quarantaine, on distribuait des pages Touche pas à mon pote. Voilà. Et Touche pas à mon pote, c'était assimilé immédiatement à une marque de la marche, pas de SOS. C'est-à-dire que SOS était absolument inconnu à ce moment-là. C'est-à-dire que la récupération aurait pu sur dans l'autre sens.
elle aurait pu se faire dans l'autre sens, voire elle aurait dû se faire dans l'autre sens. Évidemment, comme le mouvement à ce moment-là avait déjà été appréhendé d'un point de vue politique par des idéologues qui étaient en effet les membres de l'UEJF et qui, ils ont, eux, fortement influencé le mouvement en effet en indiquant qu'il fallait inclure dans SOS la question d'antisémitisme qui sévissait autant que le racisme anti-maghrébin, etc. C'était ça le sujet, c'était ça le grand débat du moment. Après, ça s'est déployé de manière différenciée. Mais ma voisine connaît très très bien ça, donc je vais quand même lui donner l'occasion d'en parler. Et par ailleurs, sur la question de l'État raciste, on parle du contrôle aux faciès, qui est pour moi un des grands marqueurs de cet État raciste. Il ne serait pas possible, si l'État n'était pas raciste, qu'on soit obligé de se bagarrer aujourd'hui sur la question du contrôle aux faciès. Alors, merci. Alors, Rachid Mokrane, une réaction, et puis après, on aura l'occasion je rejoins d'entendre plus largement. Moi, je rejoins mon ami Foued, cher Guy, pour dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon ami Serge Malik quand il dit que l'État français est raciste. Je voudrais juste dire une chose, c'est que si aujourd'hui, avec le recul et la conscience que nous avons, si nous sommes une partie de cette communauté, de regarder cette communauté de faciès. S'il y avait véritablement une communauté, c'est-à-dire dans le rapport de force, les choses ne seraient pas telles qu'elles sont aujourd'hui. Moi, il n'y a pas une communauté. Une communauté, ça impose des règles et ça permet d'avoir une influence dans une société. Et si vous me permettez, être un petit peu dans une dimension philosophique, il y a des grands géants de l'humanité disaient « éthique et politique ne font pas bon ménage ». Moi j'avais retenu la phrase de Hegel qui disait « ce n'est point la morale qui gouverne le monde, c'est la force des méchants ». Eh bien moi je vais vous dire une chose, pour moi oui, il y a récupération. Il y a deux techniques pour tuer un poisson. Vous savez, il y a un bocal, il y a un poisson, on veut le tuer, il y a deux techniques, soit on le prend par-dessus, soit on perce un petit trou et on le vide doucement et on remplit l'autre bocal. Il y a, et là je rejoins un petit peu Serge Malik, il y a une cellule lycéenne qui voit venir ce raz de marée, ce phénomène. Ce phénomène-là, il va falloir voir un petit peu comment on va l'utiliser, l'instrumentaliser, et donc Jean-Louis Bianco, dans la cellule de l'Élysée, avec quelques petits militants, notamment Julien Drey et Arlène Désir. François Hollande, Ségolène Royal, Jacques Attali. Exactement. Donc, mais comme ça ne suffit pas, il y a des connivences. Et la connivence, c'est qui? C'est avec les médias. Donc, cette fameuse soirée de droit de réponse où Michel Polac, parce que ça a été pensé ça aussi, Michel Polac invite Arlène Désir, mais comme il y a de grands communicants, parce que touche pas à mon pote, c'est la main de la Fatma, cette fameuse main symbolique qui pour chacun d'entre nous produit quand même de l'émotion, cette fameuse main de Fatma qui est quand même dans la tradition un symbole qui provoque quand même de l'émotion. Et d'une pierre deux coups, c'est comme ça que SOS Racisme, je pense, a fait un hold-up via le Parti Socialiste. Moi je pense qu'aujourd'hui, un certain nombre de jeunes sont dans la détestation d'un parti qui a récupéré les voix du beurre, sans le beurre, parce que il faut rappeler aussi une chose, la question, c'est cette marche à l'époque, c'était quand même une question sociale qui était posée. Elle n'était pas, c'était pas simplement que les jeunes issus de l'immigration ont dénoncé l'injustice, la ghettoisation, tous ceux qui pouvaient souffrir dans ces banlieues. Or, ceux qui étaient victimes d'une double stratégie à la fois d'exclusion et de discrimination, c'était les jeunes issus de l'immigration, mais tous les autres enfants de la République. Et en ce sens, je suis d'accord avec toi, Fouet. Nous sommes les enfants de la France. Et de cette question sociale, elle a été malheureusement transformée en question raciale. Il a suffi d'un petit article sur Libération. On a transformé
une marche pour l'égalité, la justice contre le racisme en marche des beurs. On a ethnicisé une question sociale. Et je pense que c'est très très important de dire qu'à l'époque, et Mitterrand est porté par le Parti Socialiste, donc je vois la responsabilité d'un parti politique. Au même moment on a à Dreux, au même moment, Mitterrand ouvre les portes et en tout cas téléphone aux chaînes de télévision pour permettre au Front National de s'en donner à cœur joie. Et voilà comment on est passé d'un Front National à 1% en 81 à 11%. Il se retrouve avec 10, 11, 12 députés européens. Et il faut rappeler le discours aussi du Premier ministre de l'époque, M. Pierre Mauroy. Il faut rappeler aussi le discours de Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur. Il faut rappeler le discours de Jean Roux et d'un certain nombre de membres du Parti Socialiste, pas tous, parce que il y avait des véritables démocrates et des républicains au sein de ce parti. Il faut arrêter de désigner, stigmatiser, diaboliser dans ces partis, que ce soit à droite ou à gauche. On a vu qu'il y avait des démocrates et des républicains, mais aussi des gens qui étaient très très mal intentionnés. Je ne dis pas que l'origine du mal vient de là, mais en tout cas, ça a énormément contribué, mais on ne peut pas attribuer la situation catastrophique simplement aux partis politiques. Je pense que les individus ont leur part de responsabilité et qu'aujourd'hui, nous sommes aussi responsables de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Voilà. Donc il faut être capable aussi de se mettre en question soi-même, parce que c'est trop facile de désigner. Aujourd'hui, nous avons une véritable conscience intellectuelle, politique, économique, etc. Comment cela se fait-il qu'aujourd'hui, eh bien, les politiques continuent encore à désigner, stigmatiser, diaboliser et prendre les risques de créer une fracture indélébile? On est au bord d'une explosion sociale et ils continuent dans leur forme de nihilisme absolu à contribuer à fragiliser notre société. Alors moi ce que je relève, c'est que d'abord ces sujets soulèvent toujours autant de passion, et s'il y a de la passion, il y a de l'énergie. Maintenant, effectivement, il y a la question de chacun à sa place. Rachid Mokrane y faisait référence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imputer seulement aux entités politiques le fait d'être dans leur rôle, si je puis me permettre, même si on leur souhaiterait parfois un peu plus j'allais dire, de bienveillance, et donc de vouloir transformer un mouvement citoyen en machine politique, et puis en changeant aussi le contenu, hein, parce qu'effectivement cette histoire de marche pour l'égalité des droits et contre le racisme transformée en marche des beurs, donc marche des enfants de l'immigration qui reprennent le flambeau de leurs parents, mais pas sous l'angle socio-économique, presque sous l'angle ethnique, est une façon déjà d'être dans l'erreur. En tout cas, on est au cœur du sujet. Alors, Halima Boumedienne, je vous présente très succinctement, ancienne députée européenne, ancienne sénatrice, et ancienne surtout de toute cette époque de la marche. Donc vous faites partie de ces mémoires vivantes et de cet héritage dont nous avons à être fiers. Alors voilà, vous êtes arrivé en cours, merci. Là où on en est dans le débat, récupération, pas récupération, peut-être nous dire en amont la genèse, quelques mots là-dessus. Voilà, merci à vous. Oui, tout d'abord, bonjour, et excusez-moi ce retard, mais j'ai été prévenue un peu tard hier, donc il a fallu que entre deux rendez-vous, que je bloque celui-ci. Donc c'était pas évident. Bon, on vous remercie sincèrement de vous être libéré, merci beaucoup. Oui. Donc, alors, pour revenir un petit peu, déjà, bon, ça fait plaisir de revoir Fouad, Serge, Rachid et d'autres copains dans la salle, mais je voudrais quand même rappeler quelques petits éléments. Pour moi, la marche, elle n'a pas commencé en 83. D'accord? Pour moi, la marche, déjà, c'est les conséquences et les suites de toutes les violences coloniales et de cette guerre de décolonisation qui ne s'est pas arrêtée, puisque s'il y a eu autant de crimes racistes derrière, avec des beaufs, parce qu'à cette époque, c'était des beaufs qui tuaient des jeunes
je regrette, j'aime pas le terme beurre, donc des jeunes maghrébins de France, eh bien c'est simplement parce que quelque part la guerre d'Algérie dans l'esprit de ces beaufs, elle continuait. Voilà. Ça je voudrais quand même le rappeler. Je voudrais aussi rappeler le combat de nos pères. Moi mon père était à Chausson à cette époque, et c'était la grande lutte des OS. Hein, qui, avec le chômage, qui se faisait, je veux dire, traiter, et très souvent qui se retrouvaient alors qu'ils avaient tout donné, et qu'ils donnaient tout d'ailleurs dans leur travail, et c'était la lutte de Chausson, des OS de Chausson. C'était aussi la lutte dans les foyers Sonacotra. À côté de chez moi, moi j'habitais à la ZUP, Argenteuil, j'y habite toujours d'ailleurs à Argenteuil, mais, et je peux vous assurer que les foyers Sonacotra Argenteuil n'avaient beaucoup, c'était aussi la lutte des foyers Sonacotra. C'était la lutte des sans-papiers, hein. Il ne faut pas l'oublier, celle-là aussi, elle était très présente. Et donc tous ces combats, on a l'impression que c'est des combats d'hier, mais c'est encore les combats d'aujourd'hui. D'accord? Et donc pour moi la marche, c'est pas pour ça que quand j'arrive et que je vois la marche 83-2013, ça me gêne quelque part, parce qu'on ne tombe pas du ciel en 83. D'accord? Je veux dire, en 83, on hérite déjà de beaucoup de choses. En 82, les rodéos, les crimes racistes qui se poursuivent, et pire encore, je veux dire, non seulement la violence policière, parce que c'était plus les beaufs seulement qui tuaient, c'était aussi les flics qui tuaient. Et là, les flics, ça représente un État. Parce que dans un État, il y a un peuple et des institutions. Et la police, la justice, c'est l'État. D'accord? C'est pour ça que j'ai toujours considéré que l'État est raciste, parce que ses institutions sont racistes. D'accord? Que la police, quand elle tue pas n'importe qui. Je veux dire, et encore ça, jusqu'à aujourd'hui. Je veux dire, à Argenteuil, il y a 4 ans, c'est un vieux Chabani qui s'est fait tuer. Je veux dire, et moi je vous parle d'Argenteuil, mais on pourrait dire à Grasse, à Villiers, partout. Je veux dire, donc c'est bien la police, institution de cette République française, ok, qui tue. La justice, avec l'impunité. Moi je me souviens à cette époque, nos jeunes frères montrés, stigmatisés comme étant les voleurs et les délinquants, d'accord, et qui se retrouvaient parce qu'ils avaient, bon je ne veux pas justifier, mais parce qu'ils avaient volé peut-être un autoradio. À cette époque c'était la mode, on volait les autoradios. S'ils n'étaient pas flingués par le beauf, ils se retrouvaient condamnés. Par contre, celui qui avait tiré, lui, il était relaxé. Moi, je vous rappelle quand même Abdenbi à Nanterre, hein, et Toufik et tous les autres. Je veux dire, les mecs étaient relâchés, il y avait une impunité. Et la justice, c'est aussi une institution de l'État. D'accord? Donc, pour moi, il est clair qu'il y avait des violences policières, des violences institutionnelles, des violences de la justice qui produisaient une impunité. Donc, tout ça, en fait, a fait qu'à un moment donné, pour des raisons et d'autres, on s'est retrouvés à l'image d'ailleurs d'une histoire, parce que la France ne vit pas isolée, il ne faut pas l'oublier, c'était aussi à l'image de Martin Luther King, la Grande Marche, voilà. On s'est retrouvés avec cette marche que les médias ont transformée en marche des beurs, mais qui était la marche contre le racisme et pour l'égalité des droits. D'accord? Et cette marche, moi à cette époque, j'ai été rejointe, j'étais déjà militante associative de différentes associations locales, et j'ai été rejoindre le collectif Jeunes, le fameux collectif Jeunes issu de l'immigration de Paris et banlieue. Et il y en a eu d'autres qui se sont créés à Marseille, à Lyon. Et ce collectif Jeunes a organisé, parce que nous n'étions pas tout de suite en tout cas, j'ai marché après, mais quand je suis arrivée dans le collectif Jeunes. Là, il y avait une première rupture que personne a l'air d'oublier. Moi, j'y étais, donc je l'ai vécu. Il y a eu la première rupture entre les militants de la solidarité, qui étaient rue de la Traversière, et les militants comme nous, indépendants, autonomes, issus de l'immigration, qui étaient au relais Ménilmontant. D'accord? Et à ce moment-là, qu'on ne nous dise pas qu'il n'y avait pas de conscience politique. Je veux dire, déjà, cette rupture était déjà l'expression d'une véritable conscience politique. D'accord? Bon, après, il y a eu les assises de Lyon, les assises de Saint-Étienne. Oui, ça fait des 35 ans qu'on marche, hein, ça fait pas 30 ans. Je veux dire, et qu'on continue à marcher, parce que les assises de Lyon et les assises de Saint-Étienne, en particulier ceux de Saint-Étienne, Lyon ont été importants bien entendu, parce que pour la première fois, les associations de jeunes, on appelait ça les associations autonomes de jeunes, ok, s'organisaient en tant que telles. Et moi j'ai gardé
j'ai donné d'ailleurs récemment pour un travail de mémoire qui est en train de se constituer, mais j'avais gardé énormément de documents sur ces rencontres des assises de Lyon qui ont eu lieu, je m'en souviendrai toujours, c'était juste avant les vacances en juin 84, après la marche. Mais SOS Racisme n'existait pas à cette époque, hein. Attention, je veux dire, c'était nous, les jeunes. Après, il y a eu Saint-Étienne, où là, les divergences ont émergé. Et ces divergences ont donné naissance à Convergence. Ne l'oublions pas, la seconde marche. Convergence qui, 84, je veux dire, qui a permis, vous m'excuserez, je fais ce bref rappel historique parce que c'est un rappel important pour comprendre le reste. Dire, je l'ai vécu au quotidien, 24 heures sur 24, au point de me fâcher avec mes propres parents parce que j'y étais. Ce rappel historique est indispensable puisque quand on dit genèse de la marche, c'est aussi en amont, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et donc en 84, il y a eu cette scission qui s'est faite avec d'un côté Farida Bedroul d'ailleurs, qui était sur la démarche, l'ouverture totale à toutes les formes de l'immigration, mais aussi tous les jeunes des quartiers qui se sentaient exclus, avec ce fameux slogan qui était arrivé le jour de la marche de 83, la France est comme une mobilette, pour avancer il lui faut du mélange, rappelez-vous. Il faudrait que j'écrive tout ça. Hein. Donc il y a eu toute cette, comment dire, toute cette émergence, on va dire, cette émergence d'un mouvement beaucoup plus large autour de Farida et autour de copains comme Toufik, Farid, Nordine, enfin voilà, plein de copains. Et puis il y a eu ceux qui continuaient à penser qu'il fallait commencer par se constituer soi-même une certaine force de manière indépendante pour pouvoir être respecté. Et il y avait à cette époque Kaïssa, qui était ma meilleure amie à cette époque, je ne sais pas si tu te souviens. Kaïssa et moi, on était toujours l'une chez l'autre, et on a continué donc dans cette démarche de vouloir s'organiser de manière indépendante, autonome, nanana. Et cette rupture a eu lieu aussi physiquement, puisque Convergence a continué à s'organiser au Relais Ménilmontant, nous on s'est organisé au CAIF. Et là, il y a eu une jonction importante. Les jeunes issus de l'immigration retrouvaient les militants de la première génération au CAIF, alors qu'on les connaissait très peu. Pour nous, la première génération, c'était nos parents, pas trop militants, un petit peu dans les syndicats, mais c'était pas les militants tels que nous connaissions, alors que là, on rencontrait au CAIF les associations, l'ancien, je ne sais pas si vous avez connu, MTA, MTI, enfin, tous ces mouvements, en fait, de l'immigration de la première génération qui se battaient en particulier pour la démocratie dans leur pays et tout. Et donc, il y a eu une vraie jonction qui s'est faite, je veux dire une jonction importante. Pourquoi cette jonction est importante? Parce qu'elle a changé notre regard. C'est-à-dire que d'un seul coup, on s'est mis à porter un autre message. Ce n'était plus le message seulement de la justice contre le racisme et pour l'égalité des droits, mais c'était le message qui ne voulait plus accepter, je veux dire, l'image politique qui était faite. L'image politique qui disait que nos parents étaient invisibles, raser les murs, on n'en voulait plus, il n'en était pas question. L'image politique qui disait également qu'il y avait une rupture entre nous et nos pères, parce que la famille voulait nous marier, alors surtout pour les filles, hein, c'était l'image on va vous marier de force, ça c'est clair, ça on ne voulait plus de cette image. Cette image aussi de la rupture entre nos frères et nous, où on n'arrêtait pas de dire les filles sont intégrables parce qu'elles réussissent à l'école et nanana, les garçons ne sont pas intégrables, ok, parce que c'est des délinquants. Et bien tout ça, ça a été des images que nous avons voulu casser. Nous ne voulions plus, nous n'acceptions plus ce message. Et c'est pour ça que je dis encore aujourd'hui que cette jonction est une jonction qui a joué un rôle déterminant dans la suite du combat. D'une part. D'autre part, ce que je voulais dire aussi, c'est concernant, puisque tu parlais tout à l'heure de confiscation politique et de récupération, il n'y a pas eu en tant que tel une récupération dans le sens où il n'y a pas eu le mouvement en tant que tel qui s'est transformé en parti en soutien à un candidat, mais il y a eu bien entendu des personnes dans le mouvement qui ont utilisé, ça va de soi,
Mais ça, on ne peut pas en vouloir. Je veux dire, quand quelques-uns dans le mouvement décident d'utiliser ou d'instrumentaliser ça, je veux dire, c'est pas pour ça que le mouvement est lui-même instrumentalisé. D'autre part, oui, en fin 84, donc, SOS Racisme intervient. Alors, je rappellerai que, oui, mais avant décembre, il y a eu aussi quand même pas mal de, je veux dire, de rencontres au CAIF entre, oui, absolument, entre d'un côté Harlem Désir, qui arrivait là, petit jeune, avec son blouson noir, je me souviens encore, il avait des cheveux à cette époque, avec Didier et tout, voilà, exactement, mais aussi avec Pierre, oui, non, mais je me souviens très bien de tous ces gens, hein, je veux dire, et il y a eu des discussions et des débats qui ont eu lieu au CAIF, et on ne s'est pas du tout entendu, pas du tout, je veux dire, après, Serge a raison quand il parle de Panthéon. La rencontre à Panthéon-Sorbonne était une rencontre importante. On nous a carrément, je veux dire, mis au pied du mur. Et là, il y a eu une réaction très violente de la situation. Les chaises ont failli voler ce jour-là. Je ne sais pas si tu t'en souviens encore. Je veux dire, on n'était pas dans le même camp, c'est vrai. Mais bon, je me souviens très bien que les chaises ont failli voler. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est arrivé en décembre 83, non seulement on avait tous des kéfiers, mais on chantait Sabra et Chatila. Eh oui, on chantait Sabra et Chatila. Pourquoi? Parce qu'il y avait toute cette identification, je veux dire, à l'injustice, à l'impunité, à la violation des droits. On ne l'exprimait pas comme ça. Aujourd'hui, je l'exprime comme ça. Parce que 30 ans après, on a acquis une maturité qui nous permet de l'exprimer comme ça. Mais à cette époque, on le vivait comme ça. Absolument. Et il y avait une colère, mais qui montait, je veux dire, qui débordait. Et quand, d'un seul coup, j'entends encore certains mecs qui étaient de chez vous, qui étaient de l'UEJF en particulier, non, pas toi, mais qui étaient dans SOS Racisme et qui étaient à l'UEJF en même temps. Rappelle-toi, il y avait plusieurs qui étaient en même temps à l'UEJF et en même temps à SOS Racisme. Bon, là, je ne dirai pas les noms, mais j'en m'en souviens très bien. Je veux dire, qui nous ont dit, mais laissez la question palestinienne au vestiaire et qu'on parle d'ici parce que le problème c'est ici. J'ai dit, ah non, là il y a un problème là. Ça va pas. Les droits de l'homme c'est universel. Les droits de l'homme c'est au-delà des frontières. Les droits de l'homme c'est partout, c'est ici et là-bas. Alors vous allez nous faire croire que ici vous êtes de notre côté parce qu'on se bat contre l'injustice, truc, et puis là-bas vous allez applaudir quand Israël est en train de bombarder et occuper la Palestine.